Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les voix des entrepreneurs. Money, vous avez reconnu Pink Floyd évidemment, les voix des entrepreneurs avec Denis Jacquet depuis Nice Entrepreneur. Salut Denis, rebonsoir mon cher Denis. Rebonsoir Philippe. Rebonsoir Vanessa Perez est en studio, elle est avec nous Vanessa Perez. Son livre, je vous le conseille, puisque en ce moment vous savez que les Français commencent à acheter des livres, aller dans les bibliothèques en vue des vacances. Qu'est-ce qu'on va lire pendant les vacances? Vous pouvez lire Entrepreneur d'un monde nouveau, voilà, c'est le livre de Vanessa Perez. C'est aux éditions Kawa. Notre grand témoin, il est avec nous, Jean-François Faure. Bonsoir Jean-François Faure, fondateur et dirigeant de hautcoffre.com de Veracash. Et puis dans un instant, on sera avec Pierre-Yves Caillan, entrepreneur expert en crypto depuis 2014. Denis Jacquet. Tiens, présentez-nous Jean-François Faure. Oui, alors Jean-François est sorti de son coffre ce soir justement pour être dans nos studios. Et je trouvais amusant, après le Covid, qu'on parle du monde d'avant et du monde d'après. Il se trouve que les deux se rejoignent, puisqu'on va en permanence, je pense, se poser deux questions entre les valeurs refuges d'hier sont-elles celles de demain, et c'est ce que Jean-François fait finalement aujourd'hui avec l'or notamment, et puis bien évidemment de continuer à parler des cryptos qui vont faire d'ailleurs un gros buzz le 21 juillet prochain, puisque Jack Dorsey, fondateur de Twitter, et Elon Musk devraient participer à une conférence commune sur le Bitcoin dans 3 semaines depuis la Silicon Valley, qui normalement se fera online et auquel vous pourrez assister. Donc moi j'avais envie de demander à Jean-François, le monde a fonctionné sur l'or pendant très longtemps jusqu'à ce que les Américains se déconnectent de la valeur or et progressivement imposent le dollar. Donc est-ce que l'or, finalement, c'est le pari d'une valeur refuge, et la prise de valeur incroyable auquel on a assisté vous donne raison, finalement, puisque vous avez démarré, non pas hier ou avant-hier, mais il y a déjà un petit moment. Oui, effectivement, on a démarré il y a à peu près une douzaine d'années, et globalement, l'or, il est passé par un paquet d'étapes et de cycles qui nous ont permis de valider ou d'invalider plein de choses auxquelles on avait pensé quand on avait voulu lancer ce modèle. Et c'est vrai que clairement l'or, notamment depuis le début de la crise Covid, a montré effectivement son statut de valeur refuge. Et on peut dire oui qu'il a été peut-être abandonné au début des années 70 parce que le dollar a voulu jouer un petit peu cavalier seul. Et pour autant, ça reste malgré tout une monnaie, puisque aujourd'hui l'or est encore utilisé dans des modèles de paiement entre certains pays. Vous avez un président français qui est notre président qui propose d'utiliser l'or du FMI pour financer les vaccins des pays pour lesquels ça coûterait très très cher. Donc voilà, ça reste une monnaie malgré tout, et évidemment cet instrument refuge que l'on connaît bien. Denis. Jean-François, alors du coup, expliquez-nous un petit peu comment marche aujourd'hui, parce que vous êtes fondateur de Coffre, mais aussi de Veracash, qui vient d'ailleurs de lever du cash, ce qui tombe plutôt bien, près de 2 millions d'euros. Donc, du coup, le pari, c'est quoi? Et surtout, admettons que ma grand-mère, que j'adorais, qui est plus de ce monde, m'ait légué des lingots d'or, comment je pourrais le transformer aujourd'hui en un moyen de paiement avec vous? Alors, déjà, on va parler d'Aucoffre, qui est en fait la structure que j'ai lancée il y a une douzaine d'années et qui était à l'époque un pari un petit peu fou, qui était de se dire, de déconnecter la possession physique de la matière précieuse de ses capacités à l'acheter ou à le vendre. Et donc, globalement, ça a donné Aucoffre, qui est une plateforme d'achat et vente de métaux précieux, mais avec une conservation dans des coffres de haute sécurité dont nous, on a en fait la responsabilité. Et quand on l'a lancé, certaines personnes dans le milieu de l'or m'ont dit « non, c'est nul, ça va pas marcher, c'est complètement con ». Les gens, ils veulent avoir l'or chez eux pour pouvoir le revendre quand ils veulent. Et en fait, bon, je n'ai pas passé par les différentes étapes de ces 12 dernières années, mais qu'est-ce qui s'est passé typiquement l'an dernier, en 2020, pendant le confinement? Globalement, toutes les boutiques de rachat d'or étaient fermées. Les gens n'avaient plus accès à leurs coffres. Et donc quelqu'un qui avait de l'or chez lui ou de l'or dans le coffre ne pouvait rien en faire. Limite, il valait mieux avoir de la farine, on pouvait faire des crêpes et les partager en famille plutôt que d'être dans la nécessité de revendre un actif. Parce que quelqu'un, je sais pas, vous aviez un restaurant, vous aviez un cap difficile à passer, il fallait peut-être payer des salaires parce que tout n'était pas encore en place. Et bien quelqu'un qui avait la capacité de revendre son or pouvait à ce moment-là se rendre liquide et passer un cap difficile. Et les gens qui avaient de l'or chez nous le pouvaient parce que cet or, nous, on le garde dans des coffres de haute sécurité et ils ont la capacité d'acheter et de vendre. Et ça a été notre pari gagné donc il y a une douzaine d'années. Voilà. Et puis il y a 8-9 ans, on a lancé la petite sœur de Aucoffre. À l'époque, ça s'appelait pas comme ça, mais bon, aujourd'hui, ça s'appelle Veracash, et qui est là finalement un modèle hybride
En fait, c'est à la fois un système de paiement, puisqu'on a une carte, on a une application mobile, enfin on peut faire, finalement on peut payer avec de l'or où que ce soit, retirer du cash depuis un distributeur automatique, et puis en parallèle évidemment on achète du métal précieux avec, donc voilà, c'est un peu le meilleur des deux mondes entre l'épargne et puis la capacité de l'utiliser dans n'importe quel pays du monde. Est-ce que vous savez combien de Français, est-ce que vous avez un chiffre, un pourcentage, combien de Français possèdent de l'or, des lingots d'or? Est-ce qu'on le sait ça? Alors il y a à peu près 8% des Français qui détiennent de l'or. Alors il y a des chiffres qui circulent qui sont assez difficiles à vérifier. On évoque à peu près entre 2000 et 3000 tonnes d'or dans le bas de laine des Français. Mais ce sont des chiffres assez anciens et je sais que dans les années notamment 2011-2012, ils sont quand même pas mal revendus. D'ailleurs, ça a fait la fortune de beaucoup de boutiques de rachat d'or qui ont, bon, pour certaines depuis aussi fait faillite, parce que ce sont très cycliques, hein, c'est un peu en fonction d'ailleurs du cours de l'or. Voilà, donc les Français à ce moment-là ont pas mal revendu. Et puis il y a la Banque de France aussi. Donc d'un côté, on a les Français, le bas de laine, et puis la Banque de France qui possède à peu près d'ailleurs la même quantité, pareil, 2500 tonnes. Pierre-Yves Caillan est avec nous, bonsoir. Oui, vous m'entendez ? Bonsoir, Pierre-Yves Caillan, entrepreneur, expert en crypto depuis 2014. Hein, vous savez, la crypto-monnaie comme les bitcoins par exemple. Tiens, là aussi, est-ce que qui a investi, qui a des bitcoins autour de cette table? Vanessa Pérez? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Denis Jacquet, tiens, je suis sûr que vous avez investi dans les bitcoins, non? Ouais, j'ai fini par me laisser tenter. Il était à 12 000 et finalement, il est monté quand même à un moment donné jusqu'à 65 et aujourd'hui, il est encore à 35. Donc, je suis un investisseur heureux. Bon, ben voilà, très bien. Vous avez le sourire. Pierre, présentez-nous Pierre-Yves Caillan et sa société. Oui, alors Pierre-Yves intervient ce soir plutôt comme expert parce que comme on avait Jean-François qui nous parle d'or, c'était intéressant de voir toute cette volonté de faire du Bitcoin une valeur refuge, plus qu'un moyen de paiement d'ailleurs. Donc Pierre-Yves, vous avez entendu Jean-François nous parler de l'or qui reste une valeur stable, voire même en croissance selon la façon dont elle fluctue et les circonstances. Oui. Comment vous voyez l'arrivée de... Est-ce que le Bitcoin va être aussi fiable que l'or dans les 5 années qui viennent? Donc on a vu une volatilité extrême, mais dans des montants très élevés ces derniers temps du Bitcoin, mais cette volatilité, elle n'est pas nouvelle. Elle a toujours été là, sauf que au lieu de passer de 1 euro à 100 euros, elle est passée aujourd'hui de 10 000 dollars ou 10 000 euros à 50 000 euros par exemple. Donc cette volatilité, cette fourchette dans laquelle il y a une extrême volatilité, elle a toujours été présente. C'est juste que maintenant, il y a beaucoup plus d'acteurs et d'acteurs comme des banques privées ou des banques très connues qui proposent des services Bitcoin. Et donc le grand public maintenant commence à parler du Bitcoin de façon assez positive. Et les initiatives comme Veracash sont maintenant beaucoup mieux acceptées, par exemple, par des utilisateurs, pour dire, tiens, il y a peut-être un nouvel usage de ces crypto-monnaies. Donc le Bitcoin, peut-être que c'est la référence parce que c'est la crypto la plus ancienne, avec la blockchain Bitcoin qui est la blockchain de référence. Mais aujourd'hui, le Bitcoin, c'est quand même très tourné trading. Et on attend des nouvelles crypto-monnaies comme Veracash ou d'autres, peut-être des monnaies de banque centrale, pour pouvoir apporter un peu plus d'usage. Le grand public se demande quand même à quoi sert le Bitcoin si ce n'est pas pour faire de Denis un investisseur heureux. Donc si les gens voient le Bitcoin que comme un outil de trading, c'est peut-être la réalité actuelle, mais ce n'est pas le but du Bitcoin. Le but, c'est Denis, vous m'arrêtez si je me trompe, le but c'est de s'enrichir, c'est pas de payer en Bitcoin, non? Mais le but, Jean-François Faure. Le but initial, enfin, il faut relire le white paper de l'inventeur du Bitcoin et d'ailleurs auquel moi j'adhère très fortement en fait à la vision qu'il avait. C'était et là il faut remettre en perspective, on était en 2008, on venait de connaître un krach boursier, un effondrement des places de marché qui était hallucinant et des banques qui étaient finalement en quasi faillite, elles ont été sauvées par les États. Et le constat de l'inventeur du Bitcoin, c'est-à-dire, ben voilà, on a des problématiques de confiance autour des intermédiaires. L'idée, c'est de mettre en place un système qui soit, par design, suffisamment autonome pour à la fois embarquer avec lui les règles et les modèles de sécurité qui fassent que personne ne puisse trafiquer, modifier et que la confiance ne soit pas le sujet.
Et de base, l'idée était plutôt bonne. Après, il a peut-être par design aussi fait un mauvais choix, c'est d'avoir voulu en faire ce qu'on appelle une monnaie déflationniste, c'est-à-dire basée sur un modèle de quantité limitée qui et en fait était dès le départ en fait les racines de ce que le Bitcoin est aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose de très spéculatif parce que justement on est sur une quantité limitée, donc on considère qu'il y en aura en proportion du nombre de gens qui pourraient l'utiliser de moins en moins et donc avec une valeur croissante. Ce qui en fait sur le coup quelque chose d'assez compliqué à utiliser comme monnaie, sauf dans des lieux comme typiquement en ce moment le Salvador ou par exemple le Venezuela où on préfère sur le coup ça que sa monnaie qui perd 1000% en une demi-heure. Donc moi à titre personnel, je suis très fan du modèle de crypto sur ses fondamentaux. Mais peut-être que dans 10 ans, on dira que le Bitcoin, c'est la crypto par laquelle tout est arrivé, mais peut-être quelque chose d'un peu plus malin aura émergé. Et ça sera peut-être d'ailleurs même une crypto d'État. Peut-être que ce sera le yuan qui aura émergé dans une dizaine d'années, ou peut-être l'euro digital. Tiens, Denis Jacquet, Pierre-Yves Caillan et Vanessa aussi, comment vous voyez l'avenir du Bitcoin, de la crypto-monnaie dans 10 ans? Denis? Alors, moi, je vais laisser Pierre-Yves s'exprimer là-dessus. Moi, j'ai mon petit avis, mais moins d'experts, plus d'utilisateurs. Mais Pierre-Yves, quand Coinbase, je crois, Coinbase est rentré en bourse il y a peu de temps, le fondateur de Coinbase disait qu'il voyait aucune raison pour que le Bitcoin, qu'on fractionne, sous le contrôle aussi de Jean-François, parce que maintenant on le fractionne en morceaux de Bitcoin, pour que finalement il soit en quantité limitée, mais finalement en même temps un petit peu infini. Donc ça devient un peu compliqué à comprendre, mais en gros ça marche comme ça. Et lui, il disait qu'il n'y a aucune raison qu'un jour le Bitcoin ne vaille pas 1 million de dollars. Complètement fou, possible. Ouais. Alors, ma première rectification, c'est Yves Laurent. C'est pas Yves Laurent, pardon. Je veux absolument l'appeler Pierre Laurent. Excusez-moi, Yves. Pas de souci. Le prix du Bitcoin, et pour revenir sur le propos de Jean-François. De Jean-François. Être déflationniste, c'est pas un mal en soi. Normalement, l'or qui n'est pas de l'or papier, l'or également est une ressource limitée. Donc, par rapport à dans 10 ans, qu'est-ce que sera le Bitcoin dans 10 ans? Il n'y a pas de raison que le Bitcoin ne monte pas en valeur. Premièrement. Deuxièmement, effectivement, il y a toujours eu 8 chiffres après la virgule. Ça a été conçu comme ça. Et on n'a pas l'habitude de raisonner comme ça parce que quand on parle d'euros, on parle de centimes d'euros. Mais là, on parle d'une autre fourchette qui est le huitième chiffre après la virgule. Donc l'unité Bitcoin aujourd'hui représente effectivement 30 000. Donc par exemple 28 000 euros, mais si vous raisonnez en termes de cryptocurrency, en termes de bitcoin, il faut raisonner également en termes de millièmes de bitcoin et encore plus. Donc vous pourrez avoir un bitcoin qui est très élevé en unité, une unité de bitcoin valant 100 000 ou 1 million. Le million, j'en doute encore un peu, mais on ne sait pas. Et vous aurez toujours ce 8e chiffre après la virgule qui vous donnera un élément de comparaison avec une monnaie d'État comme l'euro qui vous permettra de dire voilà un millième ou un petit 10-8 Bitcoin vaut 1 euro par exemple. Vous écoutez les voix des entrepreneurs sur Sud Radio. Pierre-Yves Caillan à l'instant, expert en crypto-monnaie. On est avec Jean-François Faure, fondateur et dirigeant de aucoffre.com, de Veracash, et Vanessa Pérez qui est avec nous et qui va nous présenter une start-up, October. Exactement, je vais vous parler de financement ce soir. Donc vous imaginez, vous avez une PME ou une TPE et vous avez besoin d'argent frais pour financer un projet lié à la croissance de votre entreprise et les banques ne vous suivent pas. Ou alors vous souhaitez un projet alternatif, eh bien October.eu peut être la solution. Et pourquoi? Parce que c'est une plateforme européenne de prêt aux PME. Et cette plateforme, elle permet de prêter directement de l'argent de particuliers et d'institutionnels.
parce que depuis 2014, les banques ne sont plus exclusivement les seules à pouvoir vous fournir en monnaie. Alors concrètement, comment ça fonctionne, Philippe? Pour demander un prêt, c'est super simple, 1 minute va vous suffire. Il suffit de déposer un dossier en ligne, donc pas de papier, pas de caution personnelle. Vous répondez à un questionnaire qui va permettre de tester votre éligibilité et votre capacité à rembourser, le tout sans caution personnelle. Vous obtenez une réponse sous 48 heures, et là, si la réponse est positive, vous allez recevoir les fonds sur votre compte en 7 jours. Ça a l'air très simple. Ça a l'air très simple, mais c'est très simple justement. Et la seule condition, c'est d'être une entreprise déjà rentable, bien sûr, avec un chiffre d'affaires annuel de 250 000 € minimum. Et vous pourrez emprunter des montants qui vont de 30 000 à 5 millions sur des durées de 3 mois à 7 ans. Donc il faut savoir que les fonds sont issus d'un mix unique de prêts particuliers institutionnels qui sont garantis. Et il y a déjà plus de 500 entreprises qui ont déjà emprunté sur October. La première était Alain Ducasse, mais il y a aussi des sociétés que vous connaissez comme 5 à Sec ou Monceau-Fleur. Voilà. Et à l'inverse, si vous voulez avoir des revenus et être un prêteur, vous pouvez aussi aller sur le site october.eu. Vous choisissez dans quel domaine vous souhaitez investir, et là vous pourrez avoir des rémunérations qui vont entre 2 et 9%. On a bien compris qu'il ne faut pas s'adresser à October si on monte une première entreprise, évidemment. Il faut attendre un petit peu que ça fonctionne correctement. Il faut attendre un petit peu. Bon, ça vous aurait aidé ça, Jean-François Faure, October, ça peut vous aider? Au début, ça m'aurait aidé clairement. Je me rappelle du discours de mon premier banquier, mais sur le coup qui finalement était assez sympathique, mais quand même m'avait dit votre activité c'est quand même un peu compliqué, et nous notre banque on préfère investir dans un château qui est en faillite. Alors je viens du Bordelais, donc oui. On préfère investir dans un château qui est en faillite parce qu'on connaît le modèle économique d'un château en faillite. Alors que sur le coup, le modèle de Ocoff.com à l'époque, ils avaient un peu de mal à comprendre, et aujourd'hui, c'est tout aussi compliqué. Bon, très bien. Merci à vous, Jean-François Faure. Merci à vous, fondateur, dirigeant de Ocoffre.com, de Veracash. J'aimerais remercier Pierre-Yves Caillat, entrepreneur, expert en crypto-monnaie. Denis Jacquet, depuis Nice. Merci à vous, mon cher Denis. On vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Vous serez là, normalement. Denis, on a bien compris que vous avez investi dans les bitcoins et que vous êtes un entrepreneur heureux. Merci à vous, Denis Jacquet depuis Nice. Tiens, je vous rappelle le livre de Vanessa Pérez, entrepreneur d'un monde nouveau. C'est aux éditions Kawa. Merci Vanessa Pérez. Merci à vous. À la semaine prochaine avec peut-être une autre start-up à nous présenter. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Bismart et Stéphane Soumier, leurs invités, les invités de Stéphane Soumier, 2 entrepreneurs aussi, Bertrand Barthélémy, PDG de Flowbird, et puis Jean-Pierre Vibou, directeur général de Honey Bank. À tout de suite avec Stéphane.